Réflexion culturelle. 5. Langue, histoire et société. Toute culture durable ne pouvant évoluer et s'enrichir que par sa transmission d'une génération à la suivante, il était logique d'en étudier la dimension éducative, grâce au chapitre précédent, en soulignant au passage à quel point cet héritage, quelque peu forcé, donne corps à l'âme de la moindre civilisation, en tant que condition d'un progrès vers la conscience supérieure que suppose notre humanisation. L'indispensable conditionnement qu'implique ce constant passage du relais culturel par l'éducation, dans ses finalités comme dans ses moyens, est pour autant la seule façon de construire un être humain progressivement amélioré et rendu d'abord social par sa totale dépendance d'enfants et d'adolescents avant de pouvoir idéalement s'émanciper en tant qu'individu adulte, et plus encore unique, au sein d'une appartenance sociétale plus ou moins assumée selon les circonstances. Il s'est avéré que les cadres éducatifs correspondants, du cocon familial jusqu'à la formation continue pour adultes, via l'école primaire, le collège, le lycée et les études supérieures, sont eux-mêmes soumis aux finalités prioritaires de la société dont ils transmettent les valeurs, ce qui les condamne de facto à reproduire maints excès et autres injustices possibles, actives ou réactives, en termes de fonctionnement comme de résultats, révélant au passage le rôle de miroir et de photocopieur de tout cadre éducatif, et surtout, hélas, le fossé croissant séparant les idéaux et principes enseignés de la réalité des résultats observables, en particulier chaque fois qu'une civilisation encore toute relative entre en phase de décadence ou d'effondrement. Sachant désormais à quel point la double solution ici proposée, délodiste et bi-économique, révolutionnera positivement la teneur, les moyens et les résultats propres à ces divers cadres éducatifs pour enfin les équilibrer par la tempérance de la justice, il importe ici de suivre les citoyens au-delà des temps et espaces correspondant à ces contextes d'éducation explicite, pour étudier ce qui constitue la vie quotidienne en tant qu'appartenance à une culture implicite, puisque, aussi bien, chaque journée utilement vécue d'un point de vue humain apporte son lot d'expériences, d'informations largo sensu, de nouveautés ou d'acquisitions culturelles, tant individuelles que partagées, et très souvent involontaires ou inconscientes. Au sortir de son éducation, ou plus précisément de ses multiples éducations en majeure partie subies, chaque citoyen devenu bon gré mal gré adulte se trouve en effet directement plongé de force dans le grand bain sociétal, qui a précisément relativisé pour beaucoup ses multiples apprentissages, prenant part d'une façon ou d'une autre aux dimensions sociales, économiques, politiques et culturelles d'une société elle-même subdivisée en classes et communautés aux critères d'appartenance des plus variés. En fonction de ses capacités, de son caractère, mais hélas plus encore de sa naissance et de son milieu socio-culturel, chacun aura plus ou moins de chances de se réaliser et de s'émanciper réellement, selon les règles très imparfaites d'un jeu sociétal jusqu'à présent monosystémique, c'est-à-dire principalement surdominé par quelques formes de violence minoritaire sur fond de lutte vitale. Or, chaque société se définit aussi par une culture particulière, basée sur une identité propice à favoriser un minimum de solidarité pacifique, dont l'effet symétrique équivaut à se différencier des autres communautés ressenties comme étrangères, induisant aussitôt les risques d'intolérance ou de conflit que suscitent les abus de pouvoir intrinsèques à tout système insuffisamment démocratique, à plus forte raison si les conditions vitales de l'équilibre socio-économique minimal ne sont pas réunies. En quoi consiste donc le bain sociétal, plus ou moins inconscient appelé culture? Comment ont évolué jusqu'à présent les principaux éléments constitutifs de ce ressenti partagé par telle ou telle population sur tel ou tel espace géographique tout au long de l'histoire prétempérante? Que peut-on raisonnablement espérer de l'avènement d'une société délodiste et bi-économique en la matière? En quoi ces innovations sociétales permettront-elles de mieux comprendre les enjeux actuels et à venir des sociétés humaines dans le contexte d'une conscience planétaire encore si balbutiante? Autant de questions essentielles à éclaircir à présent, en préalable à l'exploration plus détaillée des enjeux culturels d'aujourd'hui, sachant que l'écume des événements médiatisés de jour en jour traduit le bouillonnement incessant de cultures constamment évolutives, sous l'effet d'un feu ou d'un incendie.
attisés par la fin d'une ère révolue et l'alchimie d'un nouveau monde, tandis qu'en écho à un réchauffement climatique aux trois quarts naturel, les esprits n'en finissent pas de s'échauffer. 1. Les enjeux linguistiques sociétaux. En tant qu'instrument de communication d'abord utilitaire, mais aussi moyen d'expression de tout échange intellectuel et de préservation cumulative des connaissances et de la conscience par le biais de l'écrit, une langue commune s'impose à chaque société digne de ce nom, en se forgeant au gré des contacts qu'entraîne une coexistence de fait sur un même territoire. Sans répéter inutilement les observations déjà faites dans ce domaine dès le livre 1 des Tempérants, force est d'observer que, bien au-delà de sa fonction utilitaire et quotidienne de simple outil de communication essentiellement orale, une langue commune fonde une société en fonction directe d'un inconscient, définissant une manière de penser et un rapport particulier à la vie comme aux objets concrets et abstraits que chaque expérience partagée définit peu à peu. Toute langue précisément vivante évolue en fonction des besoins nouveaux d'action, de réflexion et d'expression que l'histoire humaine impose à travers ses innovations constantes, et la créativité linguistique la plus authentique ne saurait se décréter depuis le sommet du pouvoir, même si ce dernier ne se prive jamais d'officialiser les évolutions linguistiques, ni d'utiliser des éléments de langage spécifiques à des fins plus ou moins honnêtes. Plus important encore, dans sa dimension écrite, voire audio, la langue définit une culture spécifique, un trésor collectif qui s'accumule avec le temps, constituant ainsi une histoire, en particulier d'ordre littéraire et intellectuel, dont les nouvelles générations héritent, en ne conservant en principe que le meilleur ou l'essentiel, à travers les plus grandes œuvres d'écrivains et autres penseurs. Étant de facto le vecteur de chaque transmission de pensée ou de volonté concrète, une langue commune minimale est la condition même de la vie en société, et l'éducation correspondante doit permettre à tous les jeunes citoyens en formation d'accéder à un même niveau de savoir et de savoir-faire suffisant en la matière, d'une part en tant que capacité d'expression personnelle, en contexte communicatif usuel, et d'autre part en termes de contenu culturel partagé par l'ensemble des citoyens ou de références incontournables aptes à traverser le temps pour devenir la colonne vertébrale intergénérationnelle de la dite société. Ainsi, dans la forme de l'outil linguistique, de sa syntaxe et de son vocabulaire, tout comme dans le fond des pensées passées encore totalement pertinentes pour le temps présent, le partage d'une langue commune s'avère bel et bien déterminant pour ressentir une appartenance minimale, propice à une compréhension, une affinité collective aussi mutuelle que pacifique. Or, il s'agit là d'un idéal tristement relativisé par la pesanteur historique d'une humanité encore incomplète sur l'essentiel, puisque les inégalités socio-économiques vitales et la hiérarchisation illégitime des pseudo-démocraties condamnent les sociétés humaines à des divisions linguistiques et langagières qui ne sont que les reflets oraux ou écrits de la violence et de l'injustice selon des réalités assez distinctes, à savoir sociétales et intersociétales, voire intrasociétales. Du point de vue sociétal d'une communauté humaine plus ou moins linguistiquement unifiée, les inégalités vitales ou illégitimes ont pour effet de créer des niveaux de langage qui classent, surclassent ou déclassent les citoyens en fonction de leurs conditions socio-économiques, par le biais plus ou moins volontaire d'un système éducatif faussement élitiste et géographiquement discriminant, ne donnant quasiment aucune chance de promotion individuelle sur la seule base du mérite, du moins pour une majorité croissante des élèves, étudiants ou stagiaires adultes. S'il est compréhensible qu'une langue se diversifie en styles et autres vocabulaires spécialisés pour répondre à des besoins d'ordre technique ou professionnel, l'appauvrissement structurel des niveaux d'expression par l'échec scolaire majoritaire et l'abrutissement mercanto-médiatique découlent d'une logique économique manipulatrice qui s'appuie sur une forme de ségrégation sociale entretenue par la classe surdominante sur le terrain spécifique de la pratique linguistique. Dans un tel contexte, la langue et ses langages deviennent des marqueurs sociétaux stimulant la différenciation, l'exclusion et jusqu'à la pire violence verbale, prélude à bien d'autres formes de conflits, sur la base de concepts réciproquement insultants, qui sont le miroir du délitement mortifère de la communauté humaine considérée. Selon leurs capacités concernant la lecture, l'écriture et son orthographe,
ainsi que la maîtrise orale et écrite d'un ou plusieurs niveaux d'expression, les citoyens sont catégorisés de façon plus ou moins définitive et d'autant plus injuste que la discrimination scolaire s'accroît en corrélation totale avec les déséquilibres socio-économiques, expliquant en grande partie, sans aucunement l'excuser pour autant, la contre-violence sporadique, puis chronique, de ceux d'en bas. Or l'on sait, depuis les chapitres précédents, que seul un système socialement équitable sur l'essentiel de tous les besoins, à la fois vitaux et suffisants, sera en mesure d'induire une éducation propice à la paix, via l'accès effectif de chaque citoyen à une même fondation culturelle, dont les compétences linguistiques et les références littéraires principales atteindront alors le niveau le plus élevé possible pour la quasi-totalité des élèves de chaque nouvelle génération, et ce, dès avant le lycée. Qu'il s'agisse des formations initiales ou de l'évolution linguistique de l'âge adulte, en particulier via les médias, l'équilibrage généralisé qu'induira le délodisme bi-économique pourra non seulement promouvoir une base, tant culturelle que linguistique, toujours plus élevée en termes de qualité d'expression accessible à tous, mais également booster les innovations formelles ou conceptuelles les plus positives, en gommant maintes formes de régression induites par les déséquilibres sociétaux, violences verbales comprises. Il ne s'agira en aucun cas d'une interdiction imposée d'en haut, ni d'une quelconque intolérance abusive, mais au contraire d'un filtrage spontané, structurellement favorisé par les effets de la pacification des mœurs au travers de leur traduction linguistique ou langagière. Dans la mesure où une langue reflète la société qui l'utilise, une telle évolution n'aura rien de surprenant en agissant de la même façon qu'en tout autre point de la pyramide sociétale, puisque c'est la nature même de tous les rapports humains qui s'en trouvera modifiée pour le meilleur. Par le biais des progrès éducatifs induits, mais aussi grâce aux apports futurs d'art littéraire et philosophique s'épanouissant plus que jamais sur une base délodiste et bi-économique qui stimulera la créativité populaire, la langue partagée au sein d'une telle société évoluera constamment vers le haut, d'une façon désormais majoritairement écrasante, au lieu de s'atomiser en dialogue de sourds et de se paupériser culturellement de génération en dégénération, sous l'effet d'inégalités sans limite. Le tri correspondant s'opérera en toute liberté et spontanéité, du seul fait des progrès constants d'une démocratisation linguistique devenue le miroir verbal de l'équilibrage socio-économique, tandis que tous les citoyens seront à même d'en faire évoluer les éléments pratiques et conceptuels. L'apaisement des tensions vitales et socialement existentielles ne pourra que tempérer à terme les principaux contenus linguistiques, tout comme leur forme d'expression, dans les limites d'une non-violence créative, en relation inévitable avec le rapprochement de ces futurs citoyens en tant qu'ensemble d'êtres humains partageant les mêmes conditions socio-économiques minimales et suffisantes, laissant chacun libre d'enrichir et de développer son propre langage, sa propre expression, qu'elle soit linguistique ou tout autre, sans qu'aucun pourrissement systémique ne puisse plus jamais entraîner la moindre récession culturelle de masse, ni la mortelle déshumanisation langagière qui alimente tôt ou tard les pires violences physiques, comme c'est hélas le cas des chansons à texte si provocantes, de certains rappeurs et de la violence sonore, instrumentale et rythmique de certaines musiques. Qu'une langue commune évolue n'est pas un problème en soi, même si l'accélération et la multiplication des échanges ont pour effet de déstabiliser les standards officiels, voire d'élargir encore un peu plus un fossé intergénérationnel, par ailleurs naturel. Ce qui est gravissime et sociétalement mortifère, c'est l'appauvrissement et la radicalisation des esprits via la langue et les langages en tant que conséquence culturelle majeure des inégalités socio-économiques. Car dans ce cas de figure, la société en question démontre qu'elle ne profite plus à la très grande majorité de ses citoyens en interdisant l'émancipation culturelle propre à les élever, précisément au sens de tirer vers le haut, induisant bien au contraire une dégradation intellectuelle généralisée, aussitôt traduite sous forme d'expressions linguistiques, artistiques ou comportementales de plus en plus négatives, car dépressives. La récession culturelle observable aujourd'hui n'est autre que la preuve d'un échec sociétal sans précédent, devenu irrécupérable sans changer les règles du jeu de fond en comble, sur la base des nouveaux paradigmes et autres concepts ici proposés. Les excès décadents de nombre d'ouvrages
et la violence croissante des discours, au sens ici élargi d'expression tant orale qu'écrite, sont donc à mettre en parallèle étroit avec l'effondrement éducatif et le dumping culturel qu'entraîne une société ayant dépassé les limites du supportable en matière d'injustice. 2. Les enjeux linguistiques intersociétaux intrafrontaliers. Ces effets pervers typiquement sociétaux, promis à être gommés en s'évaporant d'eux-mêmes d'un cadre devenu politiquement et socio-économiquement démocratique, se doublent des conséquences élargies d'un brassage interculturel planétaire dont l'improvisation aveuglément financière met à mal nombre de sociétés développées en ajoutant aux populations autochtones, peu à peu historiquement unifiées en nations, une proportion croissante de populations immigrées, de langues et de cultures totalement différentes, induisant dès lors des conséquences non plus uniquement sociétales, mais intersociétales et intrafrontalières. Indépendamment des nombreuses raisons naturelles ou artificielles qui justifient plus ou moins le fait migratoire et ont déjà fait l'objet d'autres réflexions tempérantes, force est de constater ici que de très nombreux pays rassemblent désormais des populations peu ou prou étrangères les unes aux autres d'un point de vue culturel et linguistique, non sans aller parfois jusqu'à inverser les majorités entre langues, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. Dès lors que des communautés linguistiquement différentes sont assez nombreuses et géographiquement concentrées par le double effet d'une affinité culturelle et d'une discrimination immobilière évidente, il est inévitable et totalement justifié que la langue d'origine perdure et soit librement utilisée au sein de la famille et du quartier, puisque, après tout, un idiome commun ne suffit pas toujours à définir à coup sûr une entité sociétale. 4 langues et cultures fort différentes composent la Suisse, et de très nombreuses communautés vivent en bonne intelligence dans maintes îles et autres carrefours géographiques brassant de fait, par le hasard de l'histoire, de multiples populations en termes de langue, de religion et de tradition, prouvant ainsi que la coexistence linguistique et culturelle n'empêche aucunement de vivre ensemble pacifiquement, à condition toutefois, semble-t-il, d'utiliser suffisamment, d'une façon ou d'une autre, le même langage socio-économique et politique. En effet, il est particulièrement révélateur d'observer à ce stade que, s'agissant de langue comme de culture, de religion, d'ethnie ou de n'importe quelle autre caractéristique de différenciation, la coexistence de plusieurs identités communautaires à l'intérieur d'une même société ne suscite aucune difficulté d'ordre collectif tant que les populations ont peu ou prou les mêmes droits ou les mêmes chances de s'épanouir de façon différente, ce qui suppose de partager des conditions de vie et de liberté économiquement et politiquement comparables. Il n'y a conflit ou rupture intersociétale que lorsqu'une forme de discrimination illégitime correspond statistiquement aux contours culturels définissant les communautés concernées. Le terme d'intersociétal peut surprendre s'agissant d'une même entité géographique en tant que pays, mais cela semble justifié du point de vue strictement culturel, afin de souligner la nature de plus en plus multicommunautaire des sociétés d'aujourd'hui, sujets brûlants et terrains glissants qui feront l'objet des développements utiles dans les chapitres à venir. Il suffit pour l'heure de constater que tous les conflits déguisés en opposition culturelle, religieuse ou plus simplement linguistique sont principalement alimentés par une forme ou une autre d'injustice socio-économique effective, elle-même avalisée par les pouvoirs politiques sous forme d'inégalité de représentation et d'émancipation. Du point de vue linguistique, comme en termes d'expression et de communication, les sociétés toujours plus multiculturelles qui se sont de facto constituées impliquent dès lors des conséquences particulières et des solutions nouvelles via la compréhension aussi objective que possible de l'essentiel des enjeux, dans le sens d'inclusion que recouvre le terme entre guillemets. Pour des raisons simplement pratiques, autant qu'historiques, il va de soi qu'une maîtrise minimale et universelle de la langue majoritaire issue de l'histoire s'impose à tous, précisément via l'éducation commune autant que diversifiée, de même qu'au titre de conditions préalables à une immigration propre à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, mais le droit à la liberté d'expression suppose aussi la garantie de pouvoir s'exprimer dans la langue de son choix. Et le dénominateur commun de la langue officielle ne saurait interdire l'usage de tout autre idiome sans devenir un abus de pouvoir culturel, dès lors illégitime.
Les conséquences linguistiques de toute immigration massive, dans le cadre discriminatoire des économies libérales, sont scolairement d'autant plus visibles que la concentration des ghettos socio-culturels se trouve délibérément dictée par une loi du marché devenue supérieure au pouvoir politique local, avec pour conséquence directe un taux d'échec scolaire aggravé par des difficultés linguistiques et culturelles majeures. L'effet de densité par regroupement volontaire ou imposé ne permet pas à chaque personne dite d'origine ou de culture étrangère de s'associer sereinement avec la société linguistique majoritaire du pays d'accueil, puisque très localement, au rythme de la vie quotidienne et à l'échelle du quartier, une autosuffisance linguistique d'origine se maintient et peut se transmettre de génération en génération, favorisée de surcroît par tous les moyens de communication numérique. Cela retarde d'autant le processus d'intégration ou d'assimilation, en plombant l'apprentissage de la langue nationale, vecteur si essentiel de réussite scolaire et sociale future, tandis que les contenus culturels des deux idiomes se trouvent pollués et opposés au travers d'un écartèlement proportionnel aux effets discriminatoires de l'injustice socio-économique. D'où l'intérêt culturellement crucial d'assurer l'acquisition de la langue commune exclusivement en milieu éducatif, via l'apprentissage et la solution d'études encadrées de bout en bout jusqu'à l'âge de 16 ans, a fortiori à défaut de pouvoir brasser des populations anormalement concentrées sur tel ou tel espace, tout en supprimant les effets délétères des inégalités socio-économiques vitales sur les contenus culturels déséquilibrés des langues qui cohabitent, ce qui suppose plus que jamais l'intégration citoyenne bi-économique autant que la responsabilisation locale des lodistes. L'aspect purement linguistique du problème, dont la solution dépend d'abord des conditions techniques de l'enseignement et de l'apprentissage sur la base de méthodes localement pertinentes, doit se doubler d'un cadre socio-économique et politique propre à intégrer tous les citoyens au cœur d'une autogestion communale directe, seule façon d'associer deux, voire plusieurs langues et cultures différentes sur un même territoire républicain. La coexistence culturelle de civilisations fort diverses sur un même espace commun n'est pas en elle-même un problème, à condition qu'une même égalité citoyenne minimale gomme toutes les injustices vitales d'ordre socio-économique, faute de quoi ces dernières, à travers leur privation de liberté, épousent aussitôt les contours ségrégatifs des diverses communautés, favorisant la juxtaposition de subsociétés de plus en plus exclusives qu'une mise en concurrence par trop inégalitaire rend toujours plus hostiles et étrangères les unes aux autres. Aussi sûr qu'une langue commune est nécessaire, ou à tout le moins souhaitable, seul un statut vécu d'égale citoyenneté de base peut faire communiquer deux ou plusieurs cultures de la façon la plus pacifique et profitable qui soit, préservant dans ce cas les richesses linguistiques de chacune des sociétés, tout en supprimant les causes systémiques des discriminations illégitimes. Ainsi peut-on constater à quel point les enjeux linguistiques simultanément intersociétaux et intrafrontaliers révèlent les abus socio-économiques et politiques qui caractérisent la plupart des entités multiculturelles, les langues devenant des vecteurs de rejet réciproques, au lieu de favoriser la communication dans le juste respect de racines différentes. La langue commune et officielle constitue la meilleure façon de partager un dénominateur commun, ce qui suppose à minima qu'elle soit comprise de tous, comme c'est le cas dans certains États fédéraux, mais le plus essentiel reste de parler le même langage citoyen dans la réalité des droits et devoirs universels que suppose une société devenue peu ou prou polyglotte par quelque hasard historico-géographique, outre les nombreux avantages d'une diversité dès lors propice à un enrichissement culturel mutuel. Car dans ces conditions enfin apaisées, les langues co-usitées et leurs contenus évolutifs ne font plus obstacle à la communication, favorisant des liens de plus en plus mixtes au fil du temps, tout en conservant librement les particularités sous-jacentes les plus utiles ou agréables, lesquelles peuvent même s'interéchanger. C'est le meilleur de chaque entité culturelle et linguistique qu'il faut préserver, sachant que l'éducation commune doit assurer le bagage essentiel propre à tous les citoyens d'une même société républicaine, tandis que les minorités éventuelles, même numériquement importantes et plus ou moins spontanément agrégées, ont légitimement le droit de maintenir leur culture, en particulier sur le plan linguistique,
à la seule condition toutefois de réserver cette particularité d'usage aux contextes familiaux, sociaux et associatifs, dans un cadre strictement privé. De son côté, la langue nationale, en tant que maîtrise formelle d'expression, mais aussi en termes de contenu culturel minimal, a pour rôle essentiel d'émanciper tous les citoyens via l'éducation commune, sachant que seul un cadre délodiste et bi-économique permettra de prémunir chaque personne contre les abus de pouvoir culturel, contredisant les valeurs à la fois humanistes et démocratiques qui correspondent à l'attente quasi unanime des citoyens. En étudiant bien d'autres aspects culturels d'ici la conclusion de ce livre 3, l'intérêt d'une société devenue délodiste et bi-économique ne pourra que se consolider et corroborer la pertinence des remarques ci-dessus, puisque, de fait, c'est toujours un cadre socio-économique et politique vitalement discriminatoire qui entretient un effet de rejet intercommunautaire réciproque sur quelque prétexte que ce soit, même s'agissant des classes sociales d'une seule et unique culture nationale. 3. Les enjeux linguistiques et culturels intrasociétaux. C'est là qu'intervient une troisième et dernière réflexion sur les rapports entre langue et société, s'agissant cette fois-ci de l'aspect intrasociétal des idiomes locaux ou régionaux, qui préexistaient souvent à l'avènement historique d'une langue nationale centralisée, et peuvent se maintenir au travers de traditions plus ou moins vivaces, selon le lieu, non sans être parfois artificiellement ravivées par pur intérêt folklorique. Il va de soi que l'ancienneté historique de ces parlers régionaux les rend indubitablement légitimes, a fortiori lorsqu'une utilisation quotidienne spontanée les développe encore dans le présent. S'agissant ici du cas français, par exemple, les Bretons, Basques, Occitans, Alsaciens et autres Corses préservent une culture d'autant plus dynamique qu'elle s'appuie aussi sur une langue locale spécifique, dont la valeur culturelle enrichit agréablement la variété exceptionnelle du patrimoine français, sans pour autant remettre en cause l'unité culturelle de l'ensemble national ni l'usage généralisé de la langue de Molière. Toutefois, on est en droit de prendre quelques précautions logiques, dès lors que les défenseurs de ces langues minoritaires et géographiquement limitées réclament des avantages particuliers, financiers, matériels ou réglementaires, dont ne sauraient profiter tous les autres citoyens. C'est en particulier le cas des enseignements, rares et souvent expérimentaux, dits immersifs, c'est-à-dire permettant à certains volontaires, parmi ces minorités culturelles, de pratiquement tout apprendre dans leur langue spécifique, hélas, aux dépens de l'usage du français, lequel peut dès lors être vécu comme une langue quasiment étrangère, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, surtout si les parents s'interdisent l'usage de la langue nationale en famille. Cela ressemble fort à un séparatisme culturel, heureusement très marginal, le plus souvent entretenu par des adultes indépendantistes aux frais éducatifs de leurs propres enfants, suivant une réaction par ailleurs compréhensible contre un système trop centralisé, devenu incapable de répondre aux attentes citoyennes les plus fondamentales. Il peut aussi s'agir du luxe éducatif, de gens aisés, préservant par ailleurs la maîtrise du français dans le contexte d'une mode rétro-passagère, ou pire parfois, de la résurgence paradoxale d'un pseudo-nationalisme local. Quel que soit le cas de figure, le principe d'égalité républicaine devrait interdire la mise en place d'avantages et autres privilèges locaux en puisant dans le budget national commun, ce qui équivaut à dire que l'apprentissage et l'emploi d'une langue locale ne devraient en aucune façon concerner le programme de l'éducation commune, pour se cantonner soit à un usage familial et associatif, soit à une activité périscolaire dans les limites du temps qui reste localement disponible, sachant qu'une telle pratique est artificielle et folklorique si la langue en question n'est pas utilisée hors le cadre scolaire, de façon totalement naturelle ou réflexe. Le même principe d'égalité implique la prise en charge de tous les frais et autres aménagements subséquents par les communes ou les départements concernés, ainsi que par les citoyens volontaires et leurs associations, sans aucune possibilité de financement national. La liberté locale de promotion d'une spécificité culturelle suppose en effet d'en assumer pleinement la responsabilité correspondante, en prenant soin de respecter les priorités nationales qui sont les seules à pouvoir assurer à chaque citoyen le socle universel de l'identité culturelle républicaine. Moyennant ces conditions élémentaires,
il sera possible de maintenir les traditions linguistiques souhaitables, au gré des populations locales, ce qui de toute façon s'accomplit beaucoup plus naturellement en famille, entre amis, ou dans la vie quotidienne des villages et bourgades lorsque la culture correspondante a la force de se maintenir naturellement. Sitôt qu'il faut artificiellement promouvoir ou imposer l'usage d'une langue locale, c'est hélas la preuve que la culture correspondante est déjà condamnée à se fondre dans un ensemble qui la dépasse, ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'il est avéré par l'expérience qu'une seule langue usuelle suffit à terme chaque fois qu'une population élargie multiplie les occasions d'échange et de contact entre ses citoyens. Ainsi, toutes les langues, et plus encore leur constante évolution, reflètent plus que jamais le bouillonnement des interactions historiques auxquelles elles sont soumises par maintes formes de communication socio-économique et culturelle, interdisant toute nostalgie des passés, si ce n'est le regret de périodes plus stables, chaque fois qu'une récession sociétale traduit un déséquilibre grandissant, en écho aux effondrements inévitables des constructions humaines les plus bancales. Un grand et vieux pays comme la France d'aujourd'hui offre l'exemple typique des remous contemporains à l'écriture des tempérants, affectant un peuple de plus en plus divers, au sein duquel les traditionnels fossés culturels et linguistiques intergénérationnels sont engloutis dans un océan mondial d'influences migratoires, principalement africaines, sans oublier l'effet concurrentiel et fort déstabilisant des influences anglo-saxonnes via la télévision et le web, par l'intermédiaire desquelles de véritables industries culturelles s'affrontent en véhiculant de profonds changements éthiques et idéologiques implicites, plus encore qu'explicites, dans leur contenu subtilement distrayant, pour ne pas dire parfois tristement régressif. Une part inévitable de mondialisation culturelle est à l'œuvre, de par les connexions quotidiennes qui ont pour effet de rétrécir la Terre d'année en année. Et il serait dommage d'y voir un problème, après tout, puisqu'au contraire, cette évolution techniquement inévitable, à l'instar de tout progrès potentiel, représente l'embryon d'une forme de société humaine globale propice à une prise de conscience de notre solidarité planétaire face aux enjeux écologiques et politiques les plus urgents. Par contre, ce qui rend cette mondialisation dangereuse et néfaste pour les cultures locales ou nationales en leur faisant exacerber leur pire côté, c'est le diktat de l'argent et du profit maximisé, de l'exploitation monosystémique des ressources, tant naturelles que socio-économiques, et de la domination minoritaire des choix politiques, multisource de tous les abus de pouvoir culturel imaginables, associés autant qu'opposés sous prétexte de réaction ou contre-violence. Car faute de démocratie sociale respectant les principes tempérants du délodisme biéconomique, aucun progrès technique ou scientifique ne se traduit par une amélioration ou consolidation de la citoyenneté vitale et universelle qui pérennise toute société, la violence cumulative des injustices se reflétant dès lors on ne peut plus logiquement sur le fidèle miroir des langues et des langages. Culturellement parlant, les conséquences se mesurent en conflits principalement sociétaux et ou intersociétaux, au sein même de chaque pays, puisque les inégalités socio-économiques en jeu prennent toujours prétexte des frontières linguistiques, ethniques ou religieuses, lesquelles archipélisent de plus en plus souvent un même espace national. Toutes ces différences ne sont problématiques qu'en raison du mode de gestion antidémocratique et vitalement inégalitaire des sociétés prétempérantes, et il suffira de laisser les peuples s'autogouverner majoritairement dès l'échelon communal, en appliquant la formule bi-économique, pour que les germes de la violence disparaissent bientôt, y compris s'agissant de la forme et du contenu de tous les échanges linguistiques imaginables. La tempérance culturelle future sera largement supérieure à une simple tolérance au mieux indifférente en matière linguistique, puisque la solidarité de fait induite par l'égalité minimale des trois dimensions sociales, politiques et économiques, ainsi systémisée par la nouvelle règle du jeu, modifiera non seulement le style, mais encore le sens même des communications orales et écrites les plus usuelles, indépendamment des influences plus profondes qui pourront tout autant s'observer en matière de chansons, de littérature et de philosophie, au sens dès lors artistique ou intellectuel du terme de culture. La langue usuelle, vécue en tant que mœurs ou comportement relationnel spécifique, traduira la pacification généralisée de la société en innovant pour le meilleur dans le domaine du vocabulaire à venir et des futures expressions à la mode,
en suivant une évolution forcément équilibrée qui se ressentira jusqu'au travers de la prononciation, de l'accentuation et de l'intonation, dans la mesure où la manière de s'exprimer est révélatrice d'un milieu sociologique et des conditions de vie correspondantes. Ainsi, le volume sonore, le débit et la gestuelle des communications n'auront plus aucun besoin d'exprimer une quelconque frustration ou autre violence fébrile de fond, tandis que la progression constante du niveau général d'expression, confortée par la maîtrise d'un temps personnel enfin libéré d'un rythme aussi imposé qu'aliénant, reflèteront l'évolution d'une néo-humanité définitivement apaisée, favorisant tout autant le dialogue que l'écoute d'autrui, car la réappropriation du temps équilibrera également la vitesse d'élocution. Tels sont les développements culturels quasi certains qu'une société délodiste et bi-économique accomplie pourra garantir un jour, induisant concrètement la tempérisation linguistique de la vie quotidienne à venir, à l'opposé de l'appauvrissement communicatif et des violences verbales si typiques de la crise de nerfs collective actuelle. 4. Culture historique et société. La conscience collective que suppose toute identité sociétale se construit dans le temps au fil d'une histoire prétempérante, déjà décrite comme essentiellement violente. Par la force de la fameuse pesanteur socio-économique étudiée précédemment, le mode d'évolution dépassé, correspondant à cet état de nature à peine amélioré, n'ayant jusqu'à présent induit qu'un progrès beaucoup trop relatif, au prix de l'irrespect des principes et idéaux républicains et démocratiques, contredisant par la même occasion les meilleurs préceptes religieux ou philosophiques d'un humanisme universel. À la lecture du moindre manuel d'histoire, on ne peut qu'être choqué face au lot de violence qui a présidé au destin des humains jusqu'à présent. Et tout l'intérêt des réflexions tempérantes consiste à démontrer qu'il n'y a là aucune fatalité. Certes, l'évolution des mœurs politiques et socio-économiques occidentales a constitué une étape intermédiaire indispensable, mais force est de constater qu'elle est désormais insuffisante, ayant déjà largement atteint ses limites et montré que la pseudo-démocratie dite représentative et son système improvisé de relations socio-économiques sont incapables d'assurer la justice et la paix minimale de façon durable, entraînant de ce fait les excès et autres violences que l'on sait. En effet, l'histoire prétempérante n'est qu'une suite d'édifications sociétales contraintes et toujours bancales à plus ou moins long terme, résultat empirique de luttes et d'ambitions aléatoires sans cohérence suffisante avec les conditions objectives que révèle notre double nature humaine. Or, la conscience collective de chaque nation en tant qu'entité sociétale se construit aussi sur cette réalité historique, par l'héritage d'un discours sur le passé permettant à la société en question de savoir d'où elle provient, de la même façon que tout enfant ressent le besoin de connaître ses parents et grands-parents. C'est donc en grande partie l'histoire de chaque pays qui procure la qualité de nation, en parallèle avec des traditions et un mode de vie spécifique souvent liés au passé, à l'instar des symboles très anglais du thé et de la marmelade d'orange, héritage d'un empire colonial devenu Commonwealth. En utilisant la langue nationale par le biais de l'écriture d'ouvrages historiques et de manuels scolaires, mais aussi via l'oralité des discours commémoratifs, chaque société se construit des références passées, qui ont naturellement tendance à filtrer le magma événementiel pour ne conserver que le meilleur ou le plus glorieux, en occultant très pudiquement les pires horreurs. Sachant que toute société prétempérante est plus ou moins soumise à une minorité surdominante, la narration de l'histoire collective est de facto dictée par le pouvoir, nécessité qu'un Napoléon reconnaissait explicitement en affirmant tout de go que la vérité historique est souvent une fable convenue, et que l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Citation de la collection Géant aux éditions du 8e jour, 2006. En tant que somme de connaissances toujours relatives dans leur contenu et inévitablement incomplètes dans leur étendue, l'histoire est donc écrite par le pouvoir central en premier lieu, dans le but principal de souder un peuple sous son joug, voire de manipuler en grande partie les esprits en fabriquant une identité historique, assimilant peu ou prou le peuple à son leader, les provinces à sa capitale, et la société tout entière à une suprême communauté d'ordre géographique, ethnique ou national, supposée se différencier définitivement des autres populations, dès lors décrites comme étrangères, concurrentes,
voire ennemi, selon l'intérêt dudit pouvoir. Ce niveau de formulation historique est donc propre au souverain, au président ou à la classe dominante et produit sur le papier une suite d'événements se résumant surtout aux relations de conflit ou de mariage d'intérêts, de traités et autres stratégies diplomatiques entre grands de ce monde jouant une méga partie d'échecs international dont les sujets ou citoyens ne sont que les simples pions. À l'autre bout de la société, une autre histoire s'écrit, parfois en contradiction avec les discours officiels, sur la base d'un passé encore plus lointain, pouvant inclure des traditions plus ou moins vivaces dans le présent selon précisément le degré d'identité provinciale ou locale, non sans être aussi fortement influencée par les stéréotypes historiques dictés d'en haut, ne serait-ce qu'à travers l'éducation nationale. En fonction du degré de maturité de la population, la conscience historique est plus ou moins lucide, sachant que plus un peuple sera relativement émancipé, plus son esprit critique pourra relativiser les références historiques d'un pouvoir encore insuffisamment démocratique, ce qui le rendra apte à éviter les embrigadements les plus funestes, tandis qu'à l'inverse, les peuples habitués au pouvoir autocratique par manque de conscience de leurs droits objectifs seront manipulés jusqu'aux affres de la guerre totale, sur fond de patriotisme aveugle. Or, les plus grands événements du passé lointain de tous les peuples sont régulièrement récupérés et utilisés dans l'intérêt premier de la minorité dominante pour faire apparaître les aléas historiques comme une destinée collective unique et supérieure à toutes les autres, alors qu'il ne s'agit la plupart du temps que d'une suite ininterrompue d'abus de pouvoir et de violences légalisées, hormis les rares moments, hélas trop passagers, où certains peuples ont pu forcer ledit destin. Faute de solutions délodistes et bi-économiques, l'injustice imposée de facto par les comportements égoïstes naturels et leur cadre monosystémique devient périodiquement insupportable, au point que des émeutes, guerres civiles ou révolutions éclatent tôt ou tard, en remplaçant simplement les leaders, tandis qu'à d'autres moments de l'histoire, ce sont les dominants eux-mêmes qui s'autodétruisent au travers d'une concurrence territoriale, à l'instar des seigneurs, ducs et autres princes de l'époque médiévale. Cette logique du plus fort ne doit pas occulter pour autant le rôle structurant des plus grands leaders historiques, souvent promus par une suite de bouleversements exceptionnels et dont les capacités ont peu ou prou coïncidé avec l'évolution culturelle, scientifique ou technologique des sociétés humaines correspondantes, déterminant des paliers ou des ères aussi spécifiques que spectaculaires sur le chemin de l'histoire. Il en résulte aussi une évolution à long terme, en dépit des hoquets ou des soubresauts périodiques déjà observés, avec un effet cumulatif et même contagieux en termes de progrès sociétal et de maturité citoyenne en devenir. Car malgré ces échecs à répétition, dont les principaux tenants et aboutissants ont été mis au jour dans les livres 1 et 2 des Tempérants, l'histoire a un sens universel irrémédiable en direction de la démocratie et de la paix, à travers l'incomplète résolution de l'équation sociétale unissant l'individu à la société, et chaque fois qu'un grand personnage historique a marqué son temps pour les siècles à venir, c'est parce qu'il a correspondu aux besoins largement majoritaires de son époque, qu'il a su comprendre et satisfaire pour gouverner spontanément dans le sens commun de la majorité historique, en introduisant la bonne innovation au bon moment, en particulier sur le plan politique et administratif. Statistiquement, sur l'échelle de l'histoire, la coïncidence entre l'apparition d'une grande personnalité et l'espérance fébrile d'un peuple ne représente qu'une rareté accidentelle, mais ô combien révélatrice de la nature finalement populiste de ces génies et autres bâtisseurs d'ères ou de civilisations sans précédent, dans le sens affectif de populaire et constructif, de visionnaire par rapport aux besoins du peuple concerné. Or, si les succès reconnus d'un Charlemagne, d'un Napoléon ou d'un De Gaulle perdurent à juste titre dans l'histoire, s'agissant du cas français, c'est bien preuve que d'une certaine manière, toute politique respectant l'attente majoritaire d'un peuple suscite aussitôt les plus grands progrès historiques, quel que soit par ailleurs le régime institutionnel concerné, ce qui corrobore le principe démocratique majoritaire comme exprimant le bon sens commun, effaçant tous les risques extrémistes propres à un gouvernement minoritaire inéluctablement tenté par l'abus de pouvoir, y compris s'agissant parfois des plus grands personnages précités au fil de leur carrière d'exception. La dimension politique de l'histoire ne s'avère donc bénéfique pour la paix sociale
que lorsque le pouvoir est en phase directe avec la majorité populaire, tandis que tous les souverains et autres présidents habituels ne font au mieux que gérer l'existant sans rien inventer de notable, ou pire encore, par faiblesse ou par intérêt, se laissent peu à peu griser par l'abus de pouvoir au sein d'une minorité dominante, laissant ainsi les fragiles équilibres sociétaux basculer vers la crise suivante. Il est dès lors facile de comprendre l'intérêt sans précédent du délodisme bi-économique, en tant que seule solution politique et socio-économique pour garantir à tout moment le respect de l'intérêt majoritaire, dans des proportions inégalables par quelque autre régime sociétal, et sans plus jamais avoir besoin d'un personnage historique providentiel comme pompier de service. Du point de vue culturel du récit historique, tous les discours sur les périodes prétempérantes se trouvent donc marqués du sceau de la mythologie nationale ou communautaire, autrement dit, du mensonge relatif et de la caricature plus que probable, s'agissant tout au moins de la parole dite officielle et des raccourcis scolaires, sans tenir grand compte des savantes recherches des historiens, et force est de remarquer que la violence permanente de cette histoire oblige à filtrer les fautes les plus graves du passé, tout en les déguisant en fonction de l'intérêt de la période présente. La conscience historique qui émane de ces multiples réécritures ne laisse que de vagues repères dans la mémoire de chacun, et l'optique tempérante aide à comprendre que le véritable patriotisme ne doit pas se construire sur la violence des siècles passés et sa triste alternance d'humiliation et de revanche sous la férule sclérosante de pouvoirs minoritaires, mais tout au contraire sur l'avenir commun d'une démocratie socio-économique universellement indispensable pour vivre en paix et se rendre justice collectivement. Jusqu'à présent, l'histoire qui fonde le sentiment national ou communautaire n'est basée que sur des rapports de force et de compétition vitale aggravés par une échelle collective soumise à quelque intérêt privé, tandis que très bientôt, une nouvelle histoire pourra voir le jour sur la base de principes délodistes concernant la politique et bi-économiques s'agissant de la société civile, ce qui ne manquera pas de promouvoir une compréhension exhaustive et plus pertinente du passé, autorisant une transparence mutuellement rédemptrice eu égard aux horreurs provoquées autant que subies par nos aïeux de tous bords. Les récits historiques qui fondent les patriotismes actuels sont hélas assimilables à des manipulations de masse, propres à conduire les peuples jusqu'aux pires violences contre telle ou telle minorité, voire tel ou tel peuple voisin, alors même que la violence originelle et unique est celle que subissent tous les peuples prétempérants, faute de pouvoir se gérer en délodistes et vivre en bi-économie, ce qui revient à dire qu'à ce jour, les histoires officielles sont toutes faussées par l'absence totale de légitimité objective des réalités qu'elles décrivent, et qui les décrivent. Cela induit le risque quasi permanent de voir apparaître des patriotismes détournés par le pouvoir, surtout lorsque ce dernier se sent fragilisé, car la tendance systématique de toute minorité dominante est de préférer le chaos à la remise en cause de sa position et de ses privilèges, en divisant les peuples entre eux ainsi qu'en leur propre sein, pour constamment accroître son pouvoir, quitte à transformer une socio-économie devenue bancale en machine de guerre, via une société de plus en plus policière et liberticide. S'il est indéniable que l'histoire participe à l'élaboration d'une fiction collective, il est tout aussi certain que les valeurs nationales qui dérivent du passé sont gravement biaisées et caricaturées au profit d'une classe dominante trop souvent illégitime, résumant l'évolution du passé à l'écume superficielle des combats entre leaders et occultant de ce fait le rôle primordial du peuple en tant que créateur de richesses via ses initiatives socio-économiques et culturelles quotidiennes. Hormis de très rares périodes de leadership motivées par l'intérêt majoritaire, la véritable conscience historique citoyenne devrait prendre en compte la violence sous-jacente à tous les rapports humains prétempérants pour apprécier autant les deux côtés de chaque médaille, quitte à relativiser l'admiration que suscite la beauté d'une capitale monumentale comme Paris, en songeant au degré d'exploitation des provinces françaises qu'il a fallu atteindre pour ainsi centraliser autant de richesses artistiques et architecturales. Ce qu'il y a de positif à travers l'histoire de sociétés désormais mondialement interconnectées, dans le sens constructif d'une évolution cumulative sensée et en lien direct avec la pulsion inconsciente de notre humanisation, c'est la quête inexorable de bien-être sociétal à travers les pressions populaires.
au nom de la justice minimale que suppose toute communauté équilibrée. En effet, de la même façon que, d'un point de vue matériel, les avancées techniques sont universellement nécessaires pour s'assurer un minimum de confort, hélas encore si mal partagé via le gaspillage de la surabondance minoritaire sur le dos d'une pauvreté généralisée, d'un point de vue sociétal et surtout politique, la tendance inexorable conduit l'humanité tout entière vers la démocratisation la plus complète possible, en dépit des récessions historiques périodiques et des retards de nombreuses cultures à cet égard. De fait, l'histoire du capitalisme moderne a très logiquement coïncidé avec l'apparition du libéralisme politique des semi-démocraties de type représentatif, occasionnant une évolution cruciale qui fut en son temps un progrès indéniable, dès lors copié par un nombre croissant de pays de n'importe quelle souche culturelle, et à la demande expresse des peuples, même si cette progression fragile se prête à maintes imitations factices sous la domination de faux présidents réélus à vie et de leurs oligarchies. Or, précisément, force est d'observer que les découvertes politiques des Lumières n'ont pas encore totalement abouti, en restant bloquées au stade intermédiaire de pseudo-démocratie animée par des classes ou castes de politiciens professionnels parfois pires que les souverains précédents, en osmose parfaite avec un monosystème socio-économique basé sur les travers que l'on sait, forgeant de son côté une société trop partiellement développée en matière de partage équitable, faute de progrès conceptuel ou scientifique. À la lumière du délodisme bi-économique, le fabuleux développement du capitalisme sous forme de libéralisme et sa correspondance politique représentative montrent la limite historique de leurs apports respectifs et démontrent par leur excès et leurs dérives à quel point une nouvelle étape est désormais nécessaire, tant pour promouvoir comme il se doit la cause universelle de la justice et de la paix, que pour éviter de fatales conséquences écologiques. Le sens de l'histoire n'est autre que la construction d'un bien commun pyramidal, incluant en pleine cohérence les 4 faces de la démocratie la plus directe possible, de l'égalité sociale minimale, de la liberté individuelle d'entreprendre et d'un égal accès effectif à toute satisfaction culturelle sociétalement vitale. Ce qui fait ainsi progresser les histoires communautaires et intercommunautaires dans cette unique direction vers la justice et la paix se capitalise en une conscience utile à la cause de l'humanité, en parfaite compatibilité avec les plus grands idéaux éthiques, philosophiques ou religieux, et le temps est largement venu, au vu des fatigues oppressantes du monosystème mondial actuel, de poursuivre, et sans doute conclure, la démarche des Lumières et de la Révolution française, pour que les nobles principes de cette dernière deviennent réalité via la solution inévitable et universelle du délodisme bi-économique. À tout point de vue, c'est là l'étape logique d'une ère nouvelle, en parfaite continuité avec les principes républicains et démocratiques, permettant d'une part d'atomiser le pouvoir politique effectif entre tous les citoyens sur la base de la démocratie locale directe, dans le bon sens sociétal d'une verticalité ascendante, et d'autre part, et surtout, de faire vivre lesdits principes dans la réalité socio-économique et culturelle des sociétés de demain. Il ne s'agit là que de poursuivre jusqu'à son terme l'œuvre conceptuelle des Lumières, à un moment historique on ne peut plus propice, puisque tous les paramètres évolutifs sociétaux semblent, pour la première fois, coïncider, en pointant dans la même direction des solutions proposées dans ces réflexions, et ce, quelle que soit la culture concernée. Dès lors, la notion jusqu'à présent toute relative d'identité collective ou de patriotisme peut prendre son meilleur sens possible, en tant que juste partage de valeurs républicaines et démocratiques aussi universelles que pacifiques, prouvant bientôt à quel point le délodisme bi-économique pourra changer la face de l'histoire, non seulement dans sa prochaine teneur, mais aussi dans son mode d'évolution ultérieur, enfin devenu pacifique. En effet, la suppression à leur source des vraies causes de violence systémique, tant politique que socio-économique, apaisera les sociétés en empêchant la moindre accumulation d'injustice, de ressentiment, de jalousie ou de pouvoir illégitime, éradiquant de facto l'ensemble des conflits actuels sociétaux aussi bien qu'internationaux, et respectant au passage les si fragiles conditions de l'équilibre écologique planétaire. Le vrai patriotisme, jusqu'à présent déformé via une histoire faite par et pour les dominants,
en manipulant les peuples jusqu'au point de les sacrifier périodiquement, deviendra pacifique en s'universalisant sitôt que ces derniers se libéreront de toutes les formes d'asservissement politique, idéologique ou pseudo-religieux, dans la mesure où les seules valeurs et les seules causes qui méritent d'être défendues sont celles de la justice et de la paix, via des principes démocratiques jusqu'à présent insuffisamment appliqués, faute de solutions délodistes et bi-économiques. La relecture de l'histoire, ainsi autorisée par le point de vue tempérant, permet de comprendre l'essence de l'évolution sociétale humaine, en aidant à trier ce qui relève de la violence systémique et fait piétiner, ou pire encore, régresser notre marche inexorable vers l'humanisation, et ce qui relève du véritable progrès cumulatif favorisant la réalisation de cet idéal. En tant que citoyen dépendant d'un pouvoir encore en grande partie illégitime et dès lors abusif, en tant qu'être humain plus ou moins asservi par une société systémiquement injuste et violente d'une façon ou d'une autre, chaque personne consciente, au sens de lucide, ne peut ressentir aucune fierté nationale d'ordre patriotique, si ce n'est vis-à-vis des seules valeurs sociétales démocratiques, éventuellement héritées des précédentes générations. L'ambiguïté culturelle actuelle du ressenti historique tient donc au fossé qui sépare la triste réalité des violences passées et de leurs conséquences présentes, des idéaux sous-jacents au vrai projet sociétal, à la façon du hiatus déjà remarqué concernant les principes éducatifs et la réalité sociologique des élèves. Il ne fait dès lors plus aucun doute que grâce à la tempérance culturelle qu'induira le délodisme bi-économique, l'histoire pourra réconcilier les plus beaux idéaux avec le vécu quotidien de chacun, en gommant ce qui oppose si artificiellement tant de citoyens entre eux, tout comme des citoyens de nations ou cultures différentes. Puisque les valeurs constituant ce qui est le plus cher aux humains sont de facto universelles, on peut en déduire que l'évolution pacifique ici proposée définira peu à peu une forme de citoyenneté quasi mondiale ou planétaire, une sorte de patriotisme sans frontières, qui n'empêchera en aucune façon de conserver le meilleur des caractéristiques culturelles locales, ni même de maintenir des frontières devenues techniquement et écologiquement rationnelles. Cette forme de patriotisme portera fièrement le double nom de tempérance et tolérance. Mieux encore, une fois l'exemplarité des peuples délodistes et pionniers devenue contagieuse, l'existence des frontières ne pourra plus correspondre qu'aux valeurs et besoins logiques d'une autogestion à taille humaine, sans plus jamais véhiculer la moindre xénophobie ou agressivité, ce qui sera propice à équilibrer les relations internationales dans le respect des cultures utiles à l'épanouissement des peuples. En ce sens, le seul et véritable patriotisme réunissant une communauté apaisée n'est autre que l'humanisme universel, coloré en fonction de traditions et de cultures dont seuls les aspects compatibles avec la justice et la paix méritent d'être conservés et promus. Tout le reste n'est qu'un stupide et honteux amoncellement de déchets sociétaux, de ratés de construction et autres impasses architecturales dérivant du non-respect de notre double nature humaine, sur les 4 faces de pyramide aussi incomplètes que bancales et au prix d'une violence autodestructrice pour l'humanité. La solution délodiste et bi-économique s'offre à toutes les sociétés en tant qu'unique façon de fonder la paix sur la justice, tandis que la maturité des peuples, malgré de réelles différences de situation politique et autres niveaux de développement socio-économique, rend déjà possible, et plus encore urgemment indispensable du point de vue écologique, le progrès sociétal de la tempérance, tel que formulé à travers ces réflexions. En effet, alors que s'effondre à l'échelle planétaire la pseudo-pyramide multisociétale de la mondialisation financière néolibérale, les nouveaux principes ici proposés permettent enfin de comprendre mieux que jamais auparavant les tenants et aboutissants de l'histoire globale, et surtout de rationaliser les relations entre tous les humains dans ce qu'elles ont de techniquement et philosophiquement universel, en les dédramatisant par le biais de la justice et de l'égalité minimale, en appliquant la recette de la partition-répartition bi-économique dans son laboratoire délodiste. Culturellement, le cœur battant de l'histoire des humains est tout entier contenu dans la transmission et l'accumulation des vrais progrès d'intérêt universel, et ce, quelle que soit la face pyramidale concernée, supposant dès lors à chaque étape un minimum de concordance et de complémentarité entre le politique, le social, l'économique et le culturel, sachant que, concernant toutes les ressources humaines et terrestres en jeu, l'Homo sapiens s'est jusqu'à présent comporté
comme un piètre architecte, gâchant beaucoup trop de matériaux et d'énergie par rapport à un résultat toujours aussi fragile, dont l'écroulement devient d'autant plus catastrophique que la taille du chantier augmente jusqu'à l'échelle planétaire. Si l'on pouvait mesurer le rendement sociétal et écologique des architectures passées, et a fortiori de la présente mondialisation, on s'apercevrait que le gaspillage ne fait qu'augmenter de façon désormais exponentielle, principalement en raison de l'injustice monosystémique et de son corollaire antidémocratique, dont les contre-effets sociétaux sont justement de déconstruire, au lieu de construire, produisant une antisociété toujours plus dévoreuse d'énergie, de temps et d'argent, via des replâtrages aussi impossibles que contre-productifs, comme il a pu être souligné précédemment. Cette destruction parallèle et supérieure à une pseudo-construction objectivement incohérente correspond précisément à tous les comportements de près ou de loin assimilables à la violence, à l'exploitation vitale de la liberté d'autrui, qu'il s'agisse de domination politique, socio-économique ou culturelle, ce qui laisse pantois devant la proportion des économies en tout genre qui seront bientôt réalisables via le délodisme bi-économique et tempérant. L'établissement définitif des conditions de la paix civile et internationale qu'instaurera et préservera la justice systémique des prochaines sociétés humaines permettra enfin d'économiser toutes les ressources dans l'intérêt commun des humains et de leur environnement planétaire, dans des proportions aujourd'hui insoupçonnables, entraînant dans son sillage, au meilleur cap possible, la réduction subséquente de notre impact écologique au strict minimum inévitable, et donnant son vrai sens au concept de décroissance relative ou de croissance principalement qualitative, sous la forme finalisée des progrès socio-économiques et culturels tempérants. Autant dire que la conscience historique de nos descendants, du point de vue culturel du tri nécessaire à tout héritage, sera très largement supérieure aux fables officielles, ajustées au gré de l'intérêt minoritaire de chaque période passée ou prétempérante, y compris concernant les actuels conflits historico-politiques, dont les causes méritent un détour analytique spécifique. 5. Les enjeux culturels historiques internationaux. Une approche identique aux enjeux étudiés plus haut en matière de langue s'impose à ce stade pour affiner l'analyse de l'histoire, quitte à risquer de compartimenter une réalité trop complexe, sans aucunement prétendre à l'exhaustivité. Les observations précédentes montrent assez clairement que la fabrication d'une conscience historique collective est d'abord d'ordre sociétal, au travers d'enjeux de pouvoir concurrentiels qui font évoluer les communautés nationales sur leurs 4 faces pyramidales, tandis que la mise en forme du discours correspondant se fait principalement sous la tutelle du pouvoir politique, le tout au fil d'un chantier interminable qui tend vainement à pérenniser le meilleur, en gâchant l'essentiel faute de justice systémique minimale. Or, dès lors que de nombreux pays coexistent, bon gré mal gré à la surface du globe, les diverses histoires sociétales s'entrechoquent au travers de relations intersociétales d'ordre extrafrontalier, développant maintes formes de contact ou d'échanges plus ou moins pacifiques ou agressifs, dictés par les volontés minoritaires surdominantes selon leurs intérêts privés, le plus souvent aux dépens de populations fondamentalement pacifiques, pour peu qu'une recette équilibrée comme le délodisme bi-économique leur soit fournie, puisque c'est toujours sous une direction illégitime, et à cause de la violence qui va de pair, que les masses populaires se laissent entraîner aux pires excès, à grands coups de propagande et autres manipulations. Dès lors, les récits historiques, ainsi que les consciences collectives qui s'élaborent, sont grandement biaisés par toutes sortes de raccourcis mensongers, dans le but inavoué d'entretenir et d'exacerber des nationalismes mortifères construits sur la haine, la fausse gloire des plus honteuses violences, l'esprit de revanche et tant d'autres sortes de carburants idéologiques destructeurs, source permanente de guerres à répétition. L'histoire qui résulte à long terme de cette logique illégitime est donc celle des invasions directes, de l'esclavage, de la colonisation et de 1001 formes de domination par ingérence étrangère délibérée, sachant que ces nombreux conflits principalement militaires ne doivent pas cacher d'autres façons de dominer tel ou tel pays voisin ou lointain, en utilisant maintes armes tout aussi efficaces, de nature économique et financière, ou plus subtilement encore, d'ordre culturel, idéologique ou religieux. Cela dit,
Les frontières étant peu ou prou modulables en maint endroits du globe terrestre, l'histoire aléatoire de tous ces conflits n'est pas fondamentalement différente des processus concurrentiels qui ont présidé aux constructions des sociétés qui s'affrontent, à l'échelle près, et les formes de patriotisme qui s'en nourrissent mélangent le meilleur au pire, en fonction de chaque situation. L'essentiel est de comprendre que ce qui mérite d'être défendu de chaque côté du fossé conflictuel, c'est l'héritage culturel positif de tout ce qui conforte la paix civile et se rapproche de l'idéal démocratique, à l'exclusion des injustices et des inégalités illégitimes propres au système qui mène les peuples à la guerre totale, ce qui revient à dire qu'aucun conflit ne saurait apparaître entre des peuples devenus délodistes et bi-économiques. Par définition, une société tempérante et supérieurement démocratique ne saurait être en aucune façon belliqueuse, et son droit légitime à se défendre en cas d'agression extérieure correspond intégralement au patriotisme le plus authentique, celui qui est uniquement motivé par la préservation des valeurs humanistes universelles, contre l'ingérence directe ou indirecte de toute société agressive, laquelle se trouve nécessairement prise en défaut de développement sociétal, en termes de niveau de civilisation. Dès lors, on peut affirmer que plus nombreux seront les pays devenus délodistes et bi-économiques, plus la planète sera épurée du sang inutile qui la souille, et l'origine nationale de tous ces conflits intersociétaux extra-frontaliers fait ici comprendre que seule la paix civile intérieure à chaque communauté pourra définitivement éradiquer toutes les formes de violence exportées. De plus, et en attendant les heureux effets d'une pacification généralisée, l'ONU, à condition d'être démocratisée dans son fonctionnement, devrait devenir la police mondiale pour décourager activement tout pays agresseur et majoritairement avéré illégitime en recrutant une armée dénationalisée auprès des nations partenaires, au lieu d'être le théâtre des hypocrites ballets diplomatiques qui reflètent si bien l'inégalité planétaire et l'ingérence permanente des dominants. En tout état de cause, il reviendra d'abord à chaque peuple de se libérer de ses surdominations internes grâce au délodisme bi-économique, afin de devenir tempérant, sachant que les surdominants de tous bords, culturels, politiques ou socio-économiques, préféreront toujours la macération des injustices et des violences jusqu'à la guerre totale, à la moindre remise en cause de leurs illégitimes abus de pouvoir. 6. Les enjeux culturels historiques intrasociétaux. À l'opposé de ces histoires aux dimensions internationales et à l'intérieur même des pays officiellement définis, la conscience et la réalité historique peuvent aussi entretenir certains enjeux impliquant le passé et le présent de régions spécifiques dans leur rapport vis-à-vis du pouvoir central, comme c'est le cas d'une province française, telle que la Vendée, ou de la Catalogne dans le giron du Royaume d'Espagne, tandis que de nombreux autres pays laissent, bon gré mal gré, subsister d'authentiques nations au sein d'une frontière commune, à l'instar de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Écosse, du pays de Galles, de l'Irlande du Nord et de l'Angleterre. Au fil de l'histoire propre à chaque pays, ces enjeux intrasociétaux montrent l'incroyable relativité de la notion de frontière, selon le critère retenu, ce qui prouve déjà le plus souvent que l'unité n'est pas incompatible avec la diversité, pour peu qu'un équilibre s'avère respecté en termes de pouvoir politique ou d'équité économique interrégionale. Ces divers enjeux suivent peu ou prou la même logique que celle des relations interindividuelles, aussi bien qu'internationales, et corroborent en tout point le besoin de s'associer de façon mutuellement profitable au sein d'un ensemble plus grand que soi, ce qui suppose un rapport gagnant-gagnant englobant les 4 dimensions sociétales d'une pyramide de taille plus ambitieuse. Ici encore, en effet, tous les problèmes historiques ou actuels dérivent de maintes formes de violence ou d'abus de pouvoir possibles, sachant hélas qu'il n'est aucune nation d'aujourd'hui qui ne se soit construite selon la loi du plus fort, ce qui laisse encore apparaître ici ou là des stigmates ou blessures ouvertes, dûment entretenues par les discours historiques correspondants. L'effet de telles relations sur les sentiments subnationalistes ou régionalistes dépend donc directement de la façon dont l'annexion-fusion a fini par se cicatriser ou non, et il apparaît ici encore que chaque fois qu'un conflit perdure en la matière, c'est la conséquence et la preuve d'une forme ou une autre d'abus de pouvoir, symétriquement ressenti comme une privation de droits et de libertés d'ordre politique, socio-économique
ou culturelle. Les puzzles interrégionaux de la plupart des pays ont l'avantage de montrer à quel point la notion de frontière est empirique, et surtout plus encore culturelle que politique ou économique, ce qui souligne la nécessaire différence à établir entre la longévité historique méritée des traditions culturelles dans ce qu'elles offrent de meilleur, c'est-à-dire de compatible avec les valeurs humanistes et démocratiques, et la précarité temporelle périodique des comportements sociétaux négatifs ou violents qui se succèdent dans l'histoire, sans parvenir à accumuler autre chose que les pires souvenirs possibles d'un effondrement à l'autre. Il est donc permis d'affirmer que les bonnes cultures propices à l'humanisation sont assurées de perdurer, à l'exemple des meilleures innovations socio-économiques ou politiques, et ne seront aucunement incompatibles avec un élargissement de frontières par ailleurs peu ou prou objectivement infondées, puisque ces dernières résultent de constructions faussées. Dans un contexte délodiste et bi-économique devenu tempérant, l'autogestion locale et départementale, voire régionale si nécessaire, ne devrait en rien freiner une libre association au sein d'entités de plus en plus grandes via des échanges gagnant-gagnant objectivement mesurés et vérifiables, tout en respectant la variété enrichissante des traditions typiques de chaque micro-société, en lieu et place des rapports de force si inégaux qui font la loi jusqu'à présent, et risquent de standardiser une improbable culture mondialiste dans laquelle plus personne ne pourra se reconnaître. Au gré d'une évolution future bientôt apaisée, les frontières politiques pourront ainsi se relativiser et se redéfinir en se fondant sur des critères de saine complémentarité de plus en plus objectifs, surtout en matière de localisme écologique et d'équilibre pyramidal permanent, dessinant des compartiments géographiques plus techniques, propres à optimiser constamment les proportions pyramidales souhaitées par les populations concernées. Car c'est en partant de la base et des peuples, sans aucune possibilité d'ambition illégitime ou de violence invasive, que les constructions sociétales ou intersociétales du futur s'établiront spontanément dans les proportions idéales au gré de chaque époque, en fonction des moyens scientifiques et des ressources disponibles. 7. Les enjeux intersociétaux intrafrontaliers. S'agissant toujours de la conscience sociétale historique, le tout dernier cas de figure à décrire et commenter est celui qui concerne les pays à forte proportion d'immigration, pour des raisons aussi diverses que l'exploitation de travailleurs précaires ou diplômés par l'industrie et les services, l'accueil de réfugiés politiques ou climatiques, l'intrusion de nombreux migrants fuyant la misère de leur pays d'origine, ou toute autre raison imaginable, sans oublier de nouvelles formes plus subtiles de quasi-esclavage et autres juteux trafics d'êtres humains, en tout point aussi révoltantes que le commerce triangulaire d'une triste époque restée dans toutes les mémoires. À la différence des sociétés provinciales très anciennes et peu à peu coagulées en nations, les populations importantes ainsi déplacées, dont les familles se caractérisent presque toujours par un taux de natalité très élevé, ont formé et forment encore de récentes communautés culturellement d'autant plus différentes de leurs hôtes qu'elles sont la plupart du temps issues des anciennes colonies de ces derniers, ce qui n'est pas sans intérêt du point de vue de l'intégration linguistique. Il va de soi que les civilisations ainsi mélangées sont plus différentes que jamais en termes de tradition, de mode de vie et souvent de religion, tandis que les histoires qu'elles partagent partiellement seront vécues, racontées et psychologiquement ressenties de façon dès lors très particulière. L'histoire prétempérante, c'est-à-dire encore présente, tant que le délodisme bi-économique ne sera pas en vigueur, par exemple en France, ne peut qu'être principalement conflictuelle et frustrante, puisque, au fur et à mesure que les anciennes colonies ont gagné leur indépendance, les rapports de force qui avaient présidé à l'invasion des dites colonies se sont mués en une forme d'exploitation à domicile dans la majorité des cas, certes, en partie en raison de difficultés d'intégration réciproque, mais avant tout pour satisfaire aux intérêts financiers du néolibéralisme post-colonial, dans le seul but d'importer une main-d'œuvre corvéable à merci et ses légions familiales de néo-consommateurs. Concernant la présente réflexion sur l'histoire et sa conscientisation culturelle, force est donc d'observer que la violence monosystémique du marché actuel et l'absence de cadre d'intégration démocratique de type délodiste ne peuvent que produire deux histoires conflictuelles, tant concernant le passé impérialiste
que les injustices socio-économiques présentes. Ainsi, le douloureux souvenir des frustrations du passé colonial, exacerbé par les divers nationalismes qui ont nourri les justes luttes pour l'indépendance, entraîne chez ces populations, même déjà françaises, un récit historique victimaire et revanchard, alimenté par les discriminations socio-économiques qui recouvrent encore statistiquement les frontières communautaires correspondantes, cela ne concernant pas uniquement le cas des nouveaux arrivants ou migrants les plus récents, car l'absence d'intégration socio-économique vitale entretient un ressenti d'étrangéité croissant au fil des générations suivantes. Le sérieux malentendu intersociétal qui en résulte est à la source de tous les problèmes actuellement regroupés sous le terme flou d'immigration, réalité culturelle qui fera l'objet d'une réflexion ultérieure, mais l'essentiel peut ici se résumer en quelques phrases du seul point de vue de l'interprétation historique des conflits culturels présents, en attendant de plus amples développements. En réalité, ce qui entretient le malentendu provient de la pérennisation d'une injustice socio-économique et monosystémique en remplacement de la précédente exploitation coloniale, ravivant de façon anachronique les multiples blessures du passé, faute d'identifier le cœur du problème présent. Par exemple, s'agissant de la France, les citoyens autochtones d'aujourd'hui se trouvent accusés du colonialisme de leurs aïeux, ce qui ne tient aucun compte de l'évolution d'une mentalité française qui, dans son immense majorité, n'est plus du tout raciste, mais peut le redevenir par réaction à des accusations qui concernent un passé révolu, et ce, d'autant plus que cette stigmatisation décalée a de quoi choquer un pays d'accueil devenu terre d'asile par vocation également humaniste. À bien y réfléchir, ce qui explique l'essentiel de ce malentendu tient beaucoup plus au présent qu'au passé, sachant à quel point il est aisé d'admettre les grands torts de générations précédentes sans que cela ne change rien au contexte actuel. Mais les réflexions historiques qui précèdent aident à comprendre que tous les conflits d'intégration liés à l'immigration dérivent directement des injustices socio-économiques, et dès lors culturelles aussi, propres à un système néolibéral exacerbé par la mondialisation dans son évolution de plus en plus déséquilibrée. Cela nourrit les pires discours racialistes et décoloniaux, sur le fond glauque d'un opportunisme pseudo-religieux manipulant certains citoyens par trop fragiles, et fait curieusement le jeu des pouvoirs politiques et socio-économiques, trop contents de diviser ainsi des peuples objectivement solidaires, partageant d'une façon ou d'une autre, et bien malgré eux, le même statut de surdominés sous l'emprise illégitime de leurs maîtres respectifs, et subissant dès lors peu ou prou les mêmes turpitudes. L'immigration massive et l'intégration de ces nouveaux citoyens mériteront de plus amples réflexions, mais il est d'ores et déjà facile de comprendre à quel point une république délodiste et bi-économique sera apte à intégrer dignement chaque nouvel arrivant légalement accueilli, puisque aussitôt, sur la base d'une gestion communale, voire à l'échelon de chaque quartier, tous les droits et devoirs de la garantie citoyenne permettront à chacun de se sentir partie prenante de la société d'accueil, moyennant le passage éventuel par un sas de formation en citoyenneté et de mise à l'épreuve face aux obligations légitimes correspondantes, le cas échéant. La conscience de faire partie d'une société supérieurement humaine et égalitaire sur l'essentiel et le suffisant s'assimilera à un réel privilège propre à procurer une fierté d'appartenance au peuple ainsi rejoint, ce qui favorisera un patriotisme républicain basé sur le présent et l'avenir, plutôt qu'un orgueil souvent injustifié dérivant d'un passé foncièrement violent, puisque prétempérant. Dans ces conditions, il est certain que la conscience historique des uns comme des autres sera plus complète que jamais, effaçant les inutiles ressentiments hérités du passé au profit de la solidarité citoyenne présente, grâce au partage égalitaire minimal de l'essentiel, laissant chacun libre de se réaliser en fonction de ses mérites personnels. L'universalisme évident des principes régissant une telle société aura un effet contagieux jusque dans les pays d'origine des populations plus ou moins récemment immigrées, suscitant un développement local propre à retenir de futures vagues migratoires potentielles au sein de leur contexte culturel traditionnel, tandis que, de leur côté, les échanges internationaux s'en trouveront légitimement équilibrés, ne serait-ce que par l'influence du calcul minutaire. Mieux encore, l'alternance de luttes, de conflits, de victoires et d'humiliations qui a jusqu'à présent jalonné l'histoire prétempérante, avec son triste lot de ressentiments et d'esprit de revanche, pourra prendre fin pour de bon
en suscitant les conditions définitives d'une forme de repentance et de pardon généralisé, tant il est vrai que quasiment tous les peuples, un tant soit peu développés, ont de bonnes raisons d'avoir honte de certaines périodes de leur histoire. Or, tous ces errements collectifs sont désormais explicables, et dès lors excusables concernant le passé, grâce à l'effet de table rase ou de reset que représente l'apaisement délodiste et bi-économique, dans la mesure où ces fautes sociétales étaient dictées par la pesanteur socio-économique, laquelle se trouve enfin élucidée et maîtrisable, y compris s'agissant des dimensions politiques et culturelles correspondantes. Là se situe sans doute le palier le plus crucial de l'histoire humaine, l'unique occasion d'une réinitialisation définitivement bénéfique pour la justice et la paix sur Terre, la condition d'une compréhension universelle des rapports humains touchant aux quatre faces pyramidales, ouvrant la voie à bien d'autres recherches et découvertes, et permettant aux générations futures de faire l'économie du malheur, de la violence et du gaspillage, seule et unique issue face au mur de l'impasse planétaire actuelle. Car, par le biais des innovations conceptuelles tempérantes, chaque société humaine, chaque communauté culturelle, pourra partager la suite de son histoire avec celle des autres peuples, sans perdre le meilleur de sa propre identité, permettant ainsi de mutualiser toutes les qualités d'une humanité enfin accomplie, sans plus jamais se laisser diviser à nouveau par les défauts d'un autre âge. C'est en ce sens que les humains sortiront de l'histoire et de ses vains rapports conflictuels pour entrer de plain pied dans l'après-histoire de la paix, via la tempérisation définitive de leur culture. Juin 2021.